Merci de suivre votre télévision et de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de ce magazine au cœur de la science et nous parlons de ces magnifiques ouvrages, ces magnifiques livres, Le tiers-monde, controverse migratoire, œuvre de M. Dieudonné Ramazani Salésien de Don Bosco que nous recevons sur ce plateau en tant qu'auteur de ces livres afin qu'on puisse ensemble avec lui décortiquer justement toute la richesse qu'il a accouchée dans ces livres. Merci d'accepter non seulement notre invitation et d'accepter aussi de participer à cette émission. Bienvenue et bonjour. Bonjour Marc, bonjour à tout le monde, surtout aux téléspectateurs qui nous regardent à ce net moment. Bonjour aussi à ceux-là qui sont derrière les caméras. Merci, c'est vraiment gentil. Alors, Dieudonné Ramazani Salésien de Don Bosco, vous êtes diplômé en philosophie et en pédagogie de l'Université catholique de l'Est, Nairobi. Donc, on est dans la capitale kenyane en 2021, auteur de plusieurs livres, mais aussi articles comme Nelly Corée, Deli Immigrati, mais aussi L'homme congolais ouvert au Christ. Cette fois-ci, nous parlons du tiers-monde de controverse migratoire. Lorsque je parcourais les livres, je suis allé comprendre que c'est jusqu'au XXIe siècle que l'homme africain passe des durs moments en train de répondre aux présomptions, mais aussi aux vaines accusations par rapport à son identité. Dieudonné Ramazani, qui a ensorcelé justement les destins des Africains? Voilà la question clé de ces livres. Alors, je suis en train de parler dans ces livres de quand est-ce qu'on doit finir à répondre à la définition de l'homme, surtout plus l'homme noir, parce que jusqu'à maintenant, on est en train de le définir. Il n'y a pas longtemps qu'au mois de février, 21 février, de l'autre côté, quelqu'un est réveillé comme ça en train de définir encore l'Africain. Surtout quand on parle de l'Africain, quand nous sommes dans l'Afrique du Nord, quand on parle de l'Africain, là-bas, on voit un subsaharien. Vous voyez. Alors, il est qui? Qui est-il? Noir, pauvre, mendiant, réfugié plutôt, et puis il est migrant clandestin. Alors il y a beaucoup. Ça c'est pour le XXIe siècle. Mais il y a des définitions qui ont commencé depuis bien avant sur l'Africain. Qui est-il? Alors, la définition a commencé avec, je crois, en 1550, dans notre controverse de Valladolid. Nous sommes en Espagne à l'époque de, je crois, Charles Quint, alors, où les Espagnols, il y avait Las Casas et notre ami Sepulveda, donc un qui est dominicain prêtre et l'autre qui est philosophe. Ils discutaient sur l'âme de l'homme. Si les Indiens découverts aux États-Unis et aux Amériques par Christophe Colomb, déjà en 1492, je crois, si ces Indiens avaient des âmes normalement, vous voyez. Alors, ces débats n'avaient pas abouti à une conclusion. Pourquoi? Parce que si une conclusion était aboutie là-bas, aux données, alors ça pouvait faciliter de confirmer aussi aux Africains qu'ils avaient des âmes. Et cela allait empêcher le travail des conquistadors qui sont venus. Alors, il fallait laisser comme ça cette discussion et rester comme cela. Et c'est plus tard que cela a facilité maintenant l'esclavagisme chez nous, en Afrique. Avec l'esclavagisme et puis après on a la colonisation. Et tout ça, on a toujours comme impression que le destin de l'homme africain est ensorcelé quelque part. Qui a ensorcelé ce destin? Alors, voilà la question de ces livres. Et les livres sont adressés à deux individualités là-bas. À la jeunesse africaine et aux colonisateurs. Oui. À eux, je m'adresse. Je me demande si un noir, un Africain, doit vivre dépendamment de sa poche. Mais quand est-ce qu'il va se développer? Quand est-ce qu'il va laisser d'immigrer? Et si un noir cesse de vivre dépendamment des poches de ses colonisateurs, qui n'est pas physiquement en Afrique, mais potentiellement il est en Afrique, selon la puissance, tout ça, alors cela montre que l'Africain doit être encore redéfini. Il est toujours dans de l'autre là qui est là. Mais à la jeunesse, il y a une autre histoire. Alors, si l'Africain doit être encore redéfini, on va les définir ensemble justement avec vous, puisque pour les anthropologues, si j'ai bonne mémoire non seulement de ces livres, mais aussi plusieurs autres cours pour les anthropologues, l'Africain c'est un sauvage, c'est un chéneau comme vous le dites dans ces livres entre l'humain et l'animal. Il n'a ni conscience, ni raison, ni passé, ni avenir, ni foi, ni religion, ni écriture.
pire, vous venez de le dire, l'Africain définit un autre Africain comme un immigrant, comme un pauvre, comme un criminel. Et pour Dieudonné Ramazani, qui est africain? D'accord. Moi, je trouve l'Africain, c'est un cœur. Un Africain, c'est un cœur. Pourquoi? Parce que si nous disons un Africain, c'est la peau, comme définissait notre ami Hérodote ou notre Sikula, Théodore de Sikula, alors qu'ils n'avaient pas connu l'expérience avec les Africains normalement, ils avaient eu le temps d'expérimenter avec les Égyptiens, que nous appelons qui sont des Africains, que les autres sont en train d'approprier cette histoire égyptienne, devenir les leurs. Alors, nous ici, nous ne sommes pas la peau. L'Africain n'est pas seulement la peau. L'Africain n'est pas les noms. L'Africain, c'est un cœur. Pourquoi je t'ai dit un cœur? Pourquoi? Parce que quand vous rencontrez ces immigrants qui sont de l'autre côté, ces migrants qui sont de l'autre côté, quand ils font les voyages à partir du Congo ici, parce qu'il y a ceux-là qui viennent du Congo, qui passent des courses difficiles, des voyages lourds jusqu'à arriver Libye, Niger, Libye, entrer jusqu'en Tunisie ou bien en Algérie. Mais vous le voyez, souffrir au désert, mais ils se réconfortent toujours. Vous voyez, ils ont un cœur de se dire, nous venons dans une famille, nous sommes famille quand nous ne sommes pas chez nous. Mais quand vous êtes ici en Afrique, vous voyez qu'il y a des séparations, n'est-ce pas? Mais quand ils sont en route là-bas, ils sont frères, ils s'aident. Même malgré qu'il n'y a pas d'eau là-bas, celui qui a une goutte d'eau, même cette gouttelette-là, ils s'en divisent et puis ils se donnent comme ça et ils boivent comme ça. Arrivé en Tunisie, vous allez vous rendre compte que les Noirs qui sont en Tunisie, ils font famille. Ils font famille, malgré que c'est une communauté fragile, mais ils font famille. Alors, ça c'est les cœurs. Mieux encore, peut-être disons ainsi, quand vous êtes en Italie, vous trouvez les Noirs qui sont là-bas, malgré qu'ils sont dans le monde de sauve qui peut, mais à Palerme par exemple, les Noirs qui sont là-bas, ils s'aident mutuellement. Ça c'est bien. Ils ont des associations. Ça c'est les cœurs. C'est les cœurs. Et quand on prend aujourd'hui, sur base de votre explication, le problème alors de l'Africain, c'est-à-dire, c'est pas lié seulement, non seulement à l'ensorcellement de son destin, c'est aussi pas lié à sa race, mais c'est lié à sa poche, à sa dépendance vis-à-vis du continent du continent européen. Alors il y a deux choses. La première chose, c'est la conscience africaine que notre ami Kwame Nkrumah demandait déjà bien avant dans son conscientisme. Il demandait cela, qu'on soit consciencieux pour revenir ensemble et puis faire quelque chose, une Afrique commune, que Kadhafi continuait plus tard, mais qui n'a pas tenu. Alors, cette conscience-là, on la laisse de côté, mais on manque une autre conscience. C'est la conscience de se reconnaître qu'on est africain et c'est ici chez nous. Ce n'est pas de l'autre côté. C'est-à-dire, je ne dois pas fuir chez moi pour aller me plaindre de l'autre côté. Je dois rester chez moi et je dois cesser de me plaindre. Je dois maintenant rester ici, comme l'auteur là qui disait, je crois que peut-être c'est Kamaralei qui disait, creuser, fouiller, bêcher votre champ. Donc, rester en Afrique et développer l'Afrique ici. Découvrez même les richesses souterraines qu'il y a en Afrique. Parce que je suis certain qu'on a la conscience, peut-être qu'on est africain, mais on n'a pas la conscience qu'on a toutes les richesses là. Ouais, on peut parler en bouche parce qu'on a entendu parler, mais pour vérifier, ça demande. Ça, c'est le premier point. Deuxième point où l'ensorcellement de l'Africain vient, c'est au point de vue, on est resté dans le monde, on projette ce qu'on voit. On s'est dit, j'ai vu mon ami en Afrique du Sud, plutôt, j'ai vu mon ami en Europe, j'ai vu, il était à côté de Tour Eiffel, alors l'Europe doit être comme ça. Vous voyez, l'Europe doit être comme ça. C'est faux, c'est pas ça l'Europe. Donc nous sommes restés dans ce monde-là, on braque, on reste dans les braquages là qu'on a vus aux médias. Alors, l'ensorcellement devient aux médias. Les médias qui ne nous laissent pas voir les vraies réalités de l'Afrique ou les vraies réalités de l'Europe. L'Europe aussi. Ouais, parce que ce qu'on nous fait montrer en Europe, pour nous les Africains, tout est beau. Ouais. Il n'y a rien qui... On ne demande pas les clochards qu'il y a là-bas. Il y a beaucoup de clochards qui passent dans des églises pour commander de l'argent, des coins là-bas. Ouais.
Alors, nous nous précipitons pour aller là-bas. Faire quoi si les Blancs eux-mêmes commandent là-bas de l'argent? Et puis, ils sont ici, justement, pour explorer tout ce qu'on a comme richesse en Afrique. Voilà où, moi, jeunesse africaine, je m'en sorcelle moi-même. Et les livres explorent donc le problème de controverse migratoire. Et là où je suis trop touché lorsque j'étais en train de parcourir ces livres particulièrement, c'est lorsque vous dites que la migration, c'est une histoire fabriquée de toutes pièces par l'homme occidental. Expliquez-nous. Alors, normalement, l'immigration, c'est une caractéristique de tout un peuple. OK? Si on rentre dans l'histoire d'Ngoni, on a vu Ngoni venir de l'Afrique du Sud, querelle avec, par exemple, notre ami Shaka Zulu. Et puis après Ngoni avec Zwangendaba, ils ont fui jusqu'à arriver en Tanzanie, certains qui sont restés en Zimbabwe, Mozambique. Ouais. Ça c'est la migration. Quand il y a carence de quelque chose, quand il y a par exemple calamité, quand il y a quelque chose, manquement de quelque chose, le peuple migre vers un autre endroit. Ça c'est normal. Ouais. Mais ce qui me tique beaucoup plus, c'est la migration actuelle qui prend beaucoup plus de l'ampleur et laisse la vraie réalité de l'Africain. C'est la migration, celle-ci, de... Quand les colonisateurs sont venus en Afrique, est-ce qu'ils vous avaient dit qu'ils venaient? Ça, c'est de un. Ils n'avaient rien dit. De deux, quels moyens de transport ont-ils utilisés? N'avaient-ils pas utilisé les mêmes moyens de transport qu'ils sont en train d'utiliser maintenant les pauvres Africains, la Méditerranée? Vous voyez? Peut-être que notre moyen actuel, c'est encore mieux. Tu vois? Les nôtres, c'est déjà un vieux moyen de transport. Alors, ça c'est juste venir occuper chez nous, qu'ils ont occupé de deux manières. Une manière diplomatique, ils ont essayé, et une autre manière, c'était une manière par force. Ils sont venus par force. Par exemple, avec les Kinjikitile, les Maïmaï. Nous sommes par exemple à Morogoro, côté Tanzanie, là-bas, quand ils sont entrés. Ils se sont imposés en 1907, par exemple, là-bas, ils se sont imposés. Maintenant, ici, par exemple, chez nous au Congo, mais même. Alors, ça c'est normal dans ce sens-là, on trouve ça normal. Mais quand ça se parle maintenant aujourd'hui, c'est où ça devient maintenant un problème. Okay. Pourquoi? Parce que l'Africain qui a été colonisé par toi, Belge, je m'excuse de citer directement. Ouais, allons-y. Alors, la Belgique qui refuse de recevoir l'Africain chez lui, alors que Belge est venu chez lui sans toquer. L'Africain va chez toi maintenant, sans toquer aussi. Qu'est-ce que vous dites cela, non? Vous voyez? Alors, peut-être les moyens, on dit l'immigration clandestine, ce qui est mauvaise, alors on condamne, tous nous condamnons. Parce que le moyen de transport qui est utilisé, c'est un mauvais moyen de transport, on ne peut pas exposer la vie humaine. Deuxième point, c'est que ceux-là qui recrutent tout ce monde-là, ce sont des trafics des êtres humains. Ça, il faut condamner. Ouais. Tout ça, pour moi, c'est controverse. Il y a une réalité. Il faut laisser tout ça. Il faut descendre en Afrique. Il faut venir voir. Qu'est-ce qu'il y a en Afrique? Je me souviens dans ces livres, vous allez lire l'histoire de Bunia, de l'Ituri. Vous allez lire l'histoire et vous allez vous rendre compte que le monde souffre là-bas. Quand vous prenez le vol, vous arrivez en Afrique, vous voyez déjà des maisons en paille. Ouais. Comme si l'Afrique, nous sommes en antiquité, l'Europe, vous êtes déjà en postmodernité. Alors que nous partageons les mêmes années. Voilà. Ouais. Alors, et puis ce sont nos colonisateurs, nos grands-parents. Nous les aimons, ils nous aiment. Ils doivent nous aider à développer ces endroits. Vous arrivez en Afrique, vous ne trouvez pas d'électricité. Même si on dit que les Blancs laissaient les robinets ici, et maintenant il n'y a plus de robinets. Vous voyez, ça c'est la conscience côté conscience. Mais le problème est ici en Afrique. Il faut descendre en Afrique. Ne parlons pas d'immigration clandestine aujourd'hui. Parlons de réalités africaines. Où est-ce qu'il y a ces problèmes? Vous voyez, il faut descendre en Afrique. Au Congo, par exemple, chez nous, dans notre pays. Mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. On ne vit pas. Ici, on ne vit pas. On n'a pas une vie ici. C'est peut-être l'aide des dieux qu'on subsiste. On ne vit pas. Ouais. Parce que quand tu vois ce qu'il y a au Congo, vous pleurez tout de suite. Alors, lorsque vous parlez quelque part dans les livres, il y a une question très importante. Où a-t-il commencé l'immigration clandestine?
Et vous parlez des choses très importantes là-bas pour expliquer justement cette immigration. Lorsque vous dites, par exemple, ils sont venus par la voie diplomatique, mais où est le problème lorsque ton frère doit maintenant venir chez toi? Donc, vous expliquez tout ça. Et puis vous dites, malheureusement, aujourd'hui, ces pays d'asile pour les Africains n'en profitent pas de ces Africains qui vont chez eux. Pourtant, quand ces Africains viennent, il y a des sérieux problèmes, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de manquements, mais ils prennent ces Africains et ils les laissent inactifs. Voilà que les États, surtout l'Union européenne, qui a commencé à supporter, à soutenir les pays du Maghreb pour empêcher les Africains d'aller de l'autre côté. Moi, je trouve c'est bien, c'est une solution. Plutôt, c'est l'aide, c'est une aide, mais ce n'est pas une solution. Là, vous aidez les Africains de quitter Tanzanie, Soudan, Angola, d'arriver jusqu'en Afrique du Nord pour les empêcher à partir de là. Mais ils ont déjà gaspillé combien d'argent, combien d'énergie. Vous voyez, il faut l'Union européenne, nos anciens colonisateurs, les pays là, il faut descendre partout où les immigrés là proviennent. Ouais. Alors, beaucoup proviennent du Nigeria, Sénégal, Ghana, Côte d'Ivoire, Cameroun, RDC, Gabon. Ouais. Ils proviennent de ces pays-là. Mais, chers amis, il faut descendre dans ces pays pour connaître où il y a les problèmes, résoudre ces problèmes. Si, par exemple, ils avaient utilisé un moyen d'aider les gouvernements directement et l'argent n'arrivait pas à la jeunesse africaine, mais il faut jouer maintenant avec cette jeunesse-là africaine. C'est où il y a maintenant, je vois maintenant, il y a des problèmes. C'est-à-dire, pour aider une jeunesse, il faut avoir l'intermédiaire. C'est la jeunesse qui souffre. Aidez alors directement la jeunesse. C'est-à-dire, si par exemple la jeunesse ici a une église à laquelle la jeunesse répond facilement, aidez l'église, l'église peut aider la jeunesse. Si vous voyez que c'est encore un chemin drôle, construisez ici des labos, des ateliers, je ne sais pas quoi là. Engagez au début d'abord vos amis frères blancs, peut-être parce qu'eux sont peut-être sérieux et expérimentés dans ce sens-là au début, pour former la jeunesse là et puis le laisser les règnes plus tard. Ouais, c'est ça. On ne doit pas les laisser dans les chantages. Non, ils viennent. Qu'est-ce que vous faites quand ils arrivent là-bas? On ne doit pas attendre les Africains arriver jusqu'en Tunisie. Moi, ça, je condamne. Ce n'est pas seulement que les subsahariens qui immigrent jusqu'en Tunisie. Il y a les Tunisiens aussi eux-mêmes, les Algériens, eux aussi, ils sont nombreux qui vont en Italie, en Europe, là. Ils sont nombreux. Mais l'essentiel, c'est qu'on trouve une solution ensemble pour soigner la situation à partir des pays desquels chaque immigré provient. Alors, ce livre, il est tellement magnifique, comme vous le dites, puisque vous évoquez aussi l'expérience de la guerre en Ituri en 2003, les tiers-mondes controverses migratoires, est parfait, un livre vraiment parfait. Et puis, dans ces livres, curieusement, on se pose une question. C'est vrai, comme vous l'aviez dit, la migration, c'est une histoire fabriquée de toutes pièces aujourd'hui par l'homme blanc. On les comprend, même si on n'entre pas en détail, et puis les lecteurs peuvent parcourir les livres pour mieux les comprendre. D'une part, l'Africain est colonisé par l'homme occidental, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a un autre colonisateur de l'Africain, c'est la vague des réseaux sociaux. Et face aux réseaux sociaux, qu'en est-il aujourd'hui de notre Ubuntu, de notre Ujamaa, de notre hospitalité africaine? Alors, Ujamaa, plutôt Ubuntu sera ma nouvelle sortie. Je crois peut-être l'année prochaine, si Dieu me prête vie, je vais sortir un livre sur Ubuntu. Je vous les raconte entre migration, hégémonie et la colonisation, et Maghreb. Ça, c'est un livre qui doit venir tout de suite. Mais dans ces livres ici, Tiers-monde de controverses migratoires, c'est un livre qui propose une politique. Comment gérer les peuples africains. C'est un livre à cette question-là. Ça suscite la question d'Ujamaa, encore d'Ubuntu, même de Harambee, si vous vous souvenez. Ouais. Alors, l'histoire, c'est que l'Afrique, c'est un continent qui a connu déjà de bonnes pistes de solutions pour soigner ses problèmes. Si vous vous rappelez déjà en 1900, déjà avec William Dubois, avec le groupe de panafricanisme, déjà l'Afrique s'est recherchée
pour installer quelque chose dans une groupuscule qui sensibilisait les Africains de revenir au continent, surtout de revivifier la conscience africaine. Oui. Ça, c'est un. Qui a pris même notre ami plus tard qui est parti en Europe étudier, Kwame Nkrumah, plutôt Kenyatta, quand il est parti étudier, Jomo Kenyatta, il est revenu, il était dans ces mouvements. Alors, il y a par exemple les mouvements par exemple de notre ami Négritude, notre ami Senghor, Aimé Césaire et Damas, Dumas, si c'est Damas, quelque chose. Alors, ces gens, ils ont aussi créé cette série de groupes pour encore rappeler quelqu'un, un Africain, lui dire, mais écoute, tu dois revenir à toi-même en m'ouvrant aux autres. Paris m'a fait découvrir la connaissance de moi-même. Ça, c'est la citation que j'aime beaucoup chez Senghor. Ouais. Alors, cette citation dit que quand je m'ouvre à toi, toi, tu me rappelles ma culture. C'est-à-dire, je dois rester ce que je suis. Je dois me montrer devant toi comme un Africain tout fait. Ouais. Il n'y a pas seulement ça. Il y a l'Ujamaa, par exemple. L'Ujamaa de Nyerere, Kambarage et Julius, c'est un socialisme, disons ainsi, mais c'était déjà un système de dire que nous ne voulons pas avoir dans une société un genre de gens où on s'est dit, mais vous êtes des riches, nous sommes des pauvres. Vous avez une maison en étage. Non, nous sommes dans Ujamaa. Ujamaa, vous avez une maison. Mon champ, demain c'est ton champ. Voilà. Vous avez une maison comme ça. Vous ne devez pas construire beaucoup de maisons en étage comme ça pour regarder dans la parcelle de l'autre. Ça, c'est aussi une curiosité qui, chez nous en Afrique, ne doit pas être normalement appréciée. Et puis, c'était un mouvement qui, normalement, même à la déclaration d'Arusha, je crois en 67, c'était un mouvement qui était plébiscité par Nyerere pour dire que les Africains doivent revenir ensemble, revenir vivre ensemble comme communauté. J'ai un problème, on partage ces problèmes ensemble. Ouais. Alors, Ubuntu maintenant, c'est plus tard. Ubuntu en 1992 déjà commencé à propulser avec Mandela quand il est sorti de prison. Vous vous souvenez qu'Ubuntu, c'était un terme déjà venu de la tribu de Xhosa, normalement, groupe ethnique tout près des Zoulous. Alors, Ubuntu, Umuntu, Ngabantu, c'était un terme déclaré par Mandela pour guérir les Africains, les Sud-Africains contre l'apartheid qu'il y avait, contre surtout la discrimination raciale qu'il y avait en Afrique du Sud. C'est-à-dire, j'avais un problème avec toi, on part sous l'arbre des palabres, on discute, on se pardonne là-bas. Et c'est fini là-bas et on bouge ensemble comme société. L'Arambe maintenant qui vient avec notre Jomo Kenyatta, déjà je crois en 63, c'était un mouvement qui était celui de, aussi avec Diden Kimau, c'était un mouvement qui était là pour venons ensemble, renforçons, mettons la force ensemble. D'abord oui, on doit chasser celui qui nous refusait notre humanité pour vivre maintenant ensemble et avoir une force et travailler ensemble. Donc, l'Église catholique aujourd'hui est venue avec le terme de synodalité, par exemple. On s'aide ensemble, on marche ensemble, on s'accompagne et les discernements ensemble. Alors, on ne saura pas finir. On ne saura pas finir tout ce qui regorge comme richesse ces livres, mais au moins en conclusion partielle, juste pour cette émission, à savoir aujourd'hui, et que cette jeunesse doit avoir l'idée en tête que l'Afrique, c'est un nouveau paradis pratiquement, lequel doit être construit par le même homme qui est africain. L'homme blanc qui est venu ici n'a pas développé l'Afrique. Il y a un adage qui dit l'étranger ne construit pas un étranger, il développe chez lui. C'est-à-dire que l'Africain qui est en diaspora doit revenir au pays pour construire maintenant. Il a vu l'organisation là-bas, qui nous amène cette organisation ici en Afrique. Nous avons besoin de ça. Ouais. Nous avons besoin de ceux-là qui sont partis, de revenir chez nous, et de nous donner ces idées-là, et afin de construire l'Afrique ensemble. Et ceux-là qui sont ici, de ne pas envier immigrer, de ne pas envier aller en Europe. Moi, je les décourage tout de suite. Voyez, je les décourage tout de suite, parce qu'ils souffrent. Les confrères africains qui immigrent, ils souffrent, je vous l'ai dit, terriblement. Parce que vous allez toquer chez autrui et vivre une vie de misère, une vie de... On vous néglige, on vous jette, on vous sabote.
Ouais. Alors, revenez chez nous, construisons l'Afrique. C'est ça. Donc, le message capital, c'est ça. Restons en Afrique. C'est le seul poumon du monde qui a construit l'Europe, qui a construit les États-Unis et qui continue à construire l'Amérique et qui doit rester construit aussi chez soi. Par les propres Africains. Merci. Merci beaucoup, Dieudonné Ramazani, salésien de Don Bosco. Le livre est à retrouver à Lubumbashi où? Alors, les livres, dans les éditions des Calures, Okay. Calures éditions, Okay. il y a là-bas les livres à retrouver. Okay. Certaines copies seront dispo, je crois, sont déjà disponibles chez Saint-Paul. Okay. Et puis, les autres sont à la maison Safina, à la bibliothèque Safina. Ah, donc, comme ça, oui. Mais sinon, sur les plateformes Amazon, les autres endroits là, les livres sont à trouver facilement. Parfait. En tout cas, chers jeunes, la jeunesse africaine, c'est un grand livre. Un magnifique livre qui vous permet de comprendre beaucoup de choses, surtout qu'elle est intitulée, j'en dis beaucoup, les tiers-mondes aux controverses migratoires. Merci de nous avoir regardés au prochain numéro.